Donc, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre espace de formation virtuelle. Nous vous remercions de votre participation et de nous consacrer 1 heure de votre temps. Nous sommes sûrs que cette formation vous apportera de nombreuses idées applicables, quelle que soit où sera votre situation d'enseignement. 100% en ligne pour certains, en semi-présentiel, retour ou 100% présentiel. Mais voilà, je suis sûre que vous allez tous tirer des enseignements de cette rencontre virtuelle FLE, qui aujourd'hui, pendant 1 heure, va être animée par Loreto Pérez Almeida et s'intitulant Confiner ce que nous avons appris, perspective à venir des cours de FLE. Donc, comme je vous le disais, pendant la session, vous pourrez utiliser la fenêtre de questions-réponses qui va s'ouvrir sur votre écran pour nous envoyer toutes vos questions et nous en transmettrons certaines en fin de session à Loreto. Donc voilà, Loreto, je te laisse la parole et on se retrouve dans quelques 45-50 minutes. À tout à l'heure et merci encore. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Séverine, pour cette belle introduction. Merci aussi à Antonio Melero et Maria Vittoria Ambrosini de m'avoir proposé cette rencontre virtuelle. C'est vrai, c'est la première fois que je suis parmi vous et je suis très, très contente parce que j'ai très souvent été de l'autre côté de l'écran. J'ai suivi euh, pas mal de rencontres virtuelles, surtout ces derniers temps, comme nous tous. Alors voilà, je vous remercie à tous aussi d'être là. Il fait beau. Vous, vous auriez pu sortir, mais vous êtes là. Vous êtes des profs motivés qui voulaient vous continuer à vous former, à écouter des petites réflexions qui nous concernent tous après ce confinement que nous avons vécu. Voilà, donc merci à tous d'être là. Je vais essayer de partager avec vous cette petite réflexion que j'ai faite pendant cette période. Et après, si je peux, je vais essayer aussi de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Loreto Pérez. Je suis professeure de l'école des langues de Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. En Espagne, les écoles des langues, ce sont des établissements publics qui assurent des formations en langue notamment pour les adultes, grands adolescents et adultes. Donc, nous assurons l'apprentissage de plusieurs langues depuis le niveau A1 jusqu'au niveau C2. Ça dépend des langues, mais en général, elles sont éparpillées partout en Espagne et elles dépendent directement du ministère de l'Éducation nationale et puis des gouvernements régionaux aussi. Donc ça c'est mon poste, disons, officiel, mais j'ai aussi au début de ma carrière, ben, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis prof de FLE. Donc au début de ma carrière, j'ai aussi travaillé au collège, au lycée, j'ai donné des cours en France, des cours d'espagnol évidemment, en France et en Belgique. Et j'ai aussi été professeur d'université à l'université Las Palmas de Gran Canaria où j'ai assuré des cours de FLE. Je suis formatrice de formateurs, auteur de syllabus officiels pour le gouvernement de Canaries, des épreuves de certification FLE aussi pour notre région. Et j'ai participé timidement comme auteur de matériaux didactiques pour Ediciones Santillana, pour des matériaux de L, notamment des syllabus, et aussi des petits matériaux didactiques pour les éditions Maison des langues. J'ai fait quelques fiches de médiation pour l'espace virtuel que vous trouverez sans doute que vous connaissez bien. Voilà, donc ça c'est un peu pour mon parcours. Ce qui m'intéresse depuis 2-3 ans, c'est surtout le développement des stratégies de compréhension et comment nous pouvons les utiliser pour développer la compétence communicative de nos élèves, notamment dans des dynamiques de groupe, des espaces de créativité, etc. Donc ça c'est un peu mon parcours pour que vous sachiez qui je suis. Alors, pendant cette rencontre virtuelle, à laquelle vous vous êtes inscrite, qui s'appelle Confiner ce que nous avons appris, perspective et avenir des cours de FLE. Ce que nous allons faire, j'imagine que ce n'est rien de nouveau parce que vous avez déjà reçu beaucoup de formations à propos des cours en ligne pendant tout ce temps. Mais ce que nous allons faire, ce sont des petites réflexions ensemble. Moi, j'aimerais bien réfléchir avec vous. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 3 mois. Alors, surtout à propos des difficultés que nous avons subies. Et après, pour être positive, évidemment, nous allons observer quelques pistes de base, quelques pistes sur lesquelles nous pouvons nous baser pour continuer à travailler et quelques enjeux pédagogiques aussi comme une base de réflexion. Je n'ai aucune réponse, évidemment. Nous avons tous beaucoup de questions à nous poser
beaucoup de, on a beaucoup aussi très peur par rapport à ce qui est l'année prochaine et comment les différentes institutions pédagogiques vont organiser notre rentrée. Elle a déjà été organisée d'ailleurs dans plusieurs pays et avec beaucoup de polémiques, etc. Vous connaissez bien. Donc, on va plutôt pas parler de ça, mais on va juste réfléchir à propos de ce que nous avons vécu et comment nous pouvons tirer profit de tous ces apprentissages que nous avons dû mettre en route pendant ces 3 mois de Covid en Europe, en tout cas, et aussi partout dans le monde. Alors, tous ces 3 mois d'apprentissage nous ont servi pour la rentrée prochaine, avoir déjà nos atouts dans les poches pour pouvoir nous organiser et mieux continuer à faire notre métier qui nous passionne. Alors, avant de vous raconter mon expérience et de vous poser, de vous faire part de ces réflexions, j'aimerais quand même vous poser des questions parce que en fait, vous êtes très nombreux, vous êtes venus aujourd'hui à cette rencontre depuis tous les coins du monde et j'imagine que vous avez beaucoup de profils très différents. Il y a peut-être des professeurs de primaire, de secondaire, des professeurs de cours particuliers, des cours privés, d'académies privées, des institutions publiques, d'adultes, universités, etc. Et j'aimerais quand même voir un petit peu votre profil afin de pouvoir adapter après mon discours et mes réflexions à ce qui vous sera utile pour l'avenir. Hein. Ce que je veux aujourd'hui, c'est juste de réfléchir avec vous afin de pouvoir vous être utile. Hein. D'accord, alors la première question que je voudrais vous poser concerne votre vie de professeur avant le confinement. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont lancés à répondre, c'est très bien, vous êtes super fort et mais vous n'êtes pas endormi. Ici, en Canaries, il est 4 heures de l'après-midi, donc c'est l'heure de la sieste. Bravo, vous êtes bien réveillés. Donc, avant le confinement, vos cours étaient plutôt présentiels, semi-présentiels, hybrides ou bien complètement en ligne. J'ai laissé la possibilité de pouvoir répondre aux 3 options, parce que c'est vrai que vous pouvez avoir assuré des cours différents, par exemple un cours en semi-présentiel, hybride ou un cours aussi en présentiel. J'ai des collègues qui assurent, par exemple, 2 groupes en présentiel et 2 groupes complètement en ligne. Donc, vous pouvez cocher à chaque fois plusieurs options. D'accord? Ça veut dire que le résultat sera plus de 100, mais c'est pas grave parce que ça va bien rendre la réalité de vos pratiques, de toutes vos pratiques. Alors, je vois que pour la plupart d'entre vous, avant le confinement, vos cours étaient plutôt présentiels, mais c'est vraiment un 94% de professeurs de présentiel. Moi aussi, hein, professeur de présentiel avant le Covid. Donc, une petite partie, un 10%, je vois semi-présentiel. Donc, vous aviez déjà une expérience en contexte semi-présentiel et un 4, moi je dirais, ça va arriver peut-être à 5% complètement en ligne. Bon, bravo, parce que j'imagine que ce 14-15% des personnes qui avaient déjà l'expérience du semi-présentiel ou du complètement en ligne ont eu beaucoup moins de difficultés que nous autres. Donc, ce que je m'attendais un petit peu à ça, c'était de voir que la plupart des profs de FLE qui sont présents partout dans le monde, nous travaillons dans le présentiel et la présence, justement, c'est quelque chose de très important dans notre pratique. Voilà donc pour la première question, grande majorité, mais écrasante de cours présentiels avant le Covid. Merci de votre participation. Donc, on va lancer la deuxième question. Nous avons 5 questions seulement, d'accord? Après les 5 questions, on va réfléchir ensemble à propos de tout ça. Donc, la deuxième question que je vous lance, c'est une question, c'est plus ou moins la même question, mais pendant le confinement. Alors, je vais attendre que ça s'affiche pour que vous puissiez répondre tranquillement. Donc là, pendant le confinement, je vous lis la question. Vous avez dû tout transformer du jour au lendemain? Vous avez dû adapter vos matériaux et vos cours?
ou tout simplement vous avez continué comme avant. Rien n'a vraiment changé pour vous, en fait, parce que vous aviez déjà l'habitude, hein. J'imagine que les personnes qui ont répondu avoir déjà l'expérience des cours en ligne vont nous dire, ben, moi j'ai continué comme avant, j'ai un peu changé, c'est vrai, ma vie a beaucoup changé pendant le confinement, nos vies à nous, hein. Mais c'est vrai que il y a quand même une partie des participants d'aujourd'hui qui va peut-être arriver à 10%, parce que je vois que ça monte vite, qui affirment ne pas avoir eu de difficultés particulières. Donc, je vois là que oui, nous arrivons peut-être à 7-8% bientôt des personnes qui disent j'ai continué comme avant. Bravo, bravo, parce que vous aviez déjà cette habitude de travailler en ligne avec la gestion des ressources, la gestion des dates, des tâches, l'attribution des tâches. Tout ça, c'était déjà quelque chose de connu pour vous, donc pas de problème. Pour les autres, pour la grande majorité, ça fait quand même 80, plus de 80% de participants, vous avez dû adapter vos matériaux et vos cours. C'est ça, vous les avez adaptés. Et pour une minorité, mais une minorité quand même importante, 36 qui va faire presque 40%, vous avez tout, vous avez dû tout transformer du jour au lendemain. Donc ça, c'est quand même beaucoup de personnes, 119 personnes pour l'instant, qui ont répondu j'ai dû tout transformer du jour au lendemain. J'imagine que ça a été vraiment dur, surtout que le confinement ne s'est pas vécu dans tous les pays de la même manière. Ça ne s'est pas vécu de la même manière non plus dans toutes les familles, toutes les situations familiales. Et tout devoir changer du jour au lendemain avec des circonstances de travail si particulières, ça a été vraiment très dur pour la plupart des profs, en tout cas des profs espagnols, et pour 40% d'entre vous aussi. C'est vrai que comme vous aviez pu répondre à plusieurs options, bah, j'imagine qu'il y a des gens qui ne se décident pas trop. Bah, j'ai tout transformé, mais c'est vrai que j'ai aussi adapté mes matériaux. C'est pour ça qu'il y a plus de 100% qui ont répondu. Bon, on va se dire que pour la plupart d'entre vous, vous avez adapté. Vous n'avez tout refait, hein, mais vous avez beaucoup adapté, beaucoup réélaboré. Hmm. Comme moi aussi. Bah, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce résultat. Nous allons lancer donc la troisième question. Ça va aller. Alors, la troisième question que je vous lance, c'est la suivante. Euh, pendant le confinement, ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas, hein. Donc, la troisième question. Pendant le confinement, quelles ont été les difficultés les plus importantes pour vous? Alors, vous pouvez cocher 3 maxi. Ne cochez pas tout parce que sinon les résultats ne seront pas très facilement interprétables. Je vous conseille de cocher 3 maxi, 2, 3, les plus importants pour vous. La gestion de temps de préparation, correction, ça va inclure la conciliation familiale, la charge mentale des mamans et des papas aussi. Donc voilà, la gestion du temps dans la maison avec le télétravail, ou bien le manque de formation, d'équipement, le manque d'applications, de plateformes, la gestion des visioconférences. Pour moi, c'était la première fois que j'étais prof en visioconférence. Je ne sais pas si pour vous c'était le cas, mais c'est vraiment dur de tout gérer en même temps dans une visioconférence. Le manque de formation technique de vos élèves. Moi, par exemple, je travaille avec des élèves adultes qui ont eu beaucoup de difficultés techniques pour se connecter aux cours en ligne, pour suivre les tâches, pour réaliser les tâches en ligne, etc. C'est votre cas aussi? Je vois qu'il y a quand même 46% de participants d'aujourd'hui qui affirment que le manque de formation technique ou d'équipement, parce que des fois c'est aussi les moyens, peut-être les enfants, les adolescents, ils ont cette formation technique, ils sont natifs numériques, comme on dit, ou natifs digital, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir un dispositif pour chacun, pour chaque membre de la famille à la maison. Ça, c'est un problème très important que nous avons dû affronter pendant cette période, le manque de formation de nos élèves, le manque de formation ou d'équipement que nous avons eu aussi, nous, comme professeurs, parce que
beaucoup de professeurs n'avaient pas cette formation en TIS, ou bien oui, mais de manière complémentaire, pas devoir, on n'était pas prêt, on n'était pas prêt pour créer un cours en ligne comme ça du jour au lendemain complètement. La gestion du temps, je vois aussi que c'est la gestion du temps l'emporte. J'imagine aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, la famille et nos propres angoisses aussi dues à cette pandémie, les angoisses des élèves, le nouveau mode de vie des élèves aussi, tout ça, ils sont devenus beaucoup plus demandants de notre temps. Et nous aussi, nous avons dû des fois nous adapter à utiliser des ressources pour la première fois et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est plutôt la gestion du temps qui l'emporte. Mais bon, comme je vois que vous avez eu beaucoup de difficultés en général. Donc, parce que tous les aspects ont été couchés. Donc, ça veut dire que oui, que vous avez eu beaucoup de problèmes en général et des difficultés. La gestion de visioconférences, ça n'a pas été un problème, d'après ce que je vois, pas trop, pas pour tout le monde en tout cas. Et l'évaluation non plus. Ce sont les problèmes les moins importants pour vous. D'accord, merci. Merci de votre participation. C'est génial. Alors, nous allons à la question numéro 4. Elle concerne les instructions que vous avez suivies et que vous avez dû suivre pendant cette période. Est-ce que vous avez, dans votre contexte éducatif, reçu des instructions, par exemple des autorités éducatives, du ministère, des gouvernements régionaux, de vos directeurs, de vos coordinateurs pédagogiques, de vos patrons, parce que si vous travaillez en contexte privé, est-ce que, par exemple, le chef de votre académie vous a donné des instructions précises ou bien vous avez fait vos choix pédagogiques librement? Là encore, vous pouvez aussi cocher les deux parce que, en fait, moi, par exemple, dans mon cas, c'est vrai que nous avons suivi des instructions du ministère et de la Consejería d'Éducation, c'est-à-dire le conseil régional des Canaries, mais les instructions étaient tellement vagues et tellement ouvertes que nous nous sommes en fait sentis libres de faire nos choix pédagogiques, tout en sachant qu'il fallait s'occuper des élèves, les rassurer, etc., essayer de mettre en route cette continuité pédagogique. C'est vrai que nous sommes sentis assez libres en ce qui concernait nos choix pédagogiques, les outils, les plateformes, la manière de communiquer avec nos élèves, etc. Donc, je pense que là, c'est votre cas aussi pour la plupart d'entre vous, d'après ce que je suis en train de voir. Il y a 87% des participants qui pensent que, en fait, aussi qu'ils se sont sentis libres. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important, et vous le savez bien parce que vous êtes tous profs, et qui va nous faire garder cette motivation de prof que nous avons, cette vocation, c'est de se sentir libre quelque part, pas libre complètement, parce que ça, c'est impossible, la liberté complète n'existe pas, mais tout en suivant des instructions qui nous ont été données, le fait de se sentir libre dans ses choix pédagogiques, maître de sa classe comme avant, ça, je pense que ça a été une très bonne chose. On n'a pas été trop suivi en général, hein, d'après ce que j'ai lu partout dans le monde, les profs, nous avons été assez libres. Donc c'est ce que je vois aussi d'après vos réponses. En 87% des personnes qui ont participé dans cette enquête, vous vous êtes senti libre. Bah, ça c'est une bonne nouvelle. Au moins cette petite liberté de faire dans nos classes ce que nous considérons être le mieux pour nos élèves. C'est vrai que nous avons suivi des instructions souvent contradictoires, mais avec un peu d'humour, nous avons pu les suivre plus ou moins bien. Donc voilà pour la quatrième question. Et la dernière question qui va un peu fermer cette boucle, cette enquête de questions, elle va revenir à la première, plus ou moins, mais vers l'avenir, puisque le titre de cette rencontre virtuelle l'annonçait déjà. Si vous pouviez choisir, imaginez dans un monde idéal, parce que là, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer pour notre rentrée 2020. Déjà, la rentrée maintenant, elle est un peu difficile, assez dure.
Imaginez dans un monde idéal que vous pouvez choisir comment organiser vos cours pour l'année prochaine, pour septembre, pour le mois de septembre. Alors, si vous pouviez choisir pour la rentrée prochaine, vous choisiriez plutôt que vos cours soient présentiels, semi-présentiels ou complètement en ligne. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu le temps de répondre. Alors, si on compare avec les résultats que nous avons eus pour la première question, là, j'observe qu'il y a une préférence pour le semi-présentiel. Il y a une différence par rapport à la première question. Quand vous avez répondu avant le confinement, vous étiez plutôt des profs, vous avez répondu pour la plupart, je pense que c'était, j'ai pas noté, mais c'était 80% plus ou moins des personnes qui étaient en présentiel, ou 80, non, c'était plus 94, je crois, en présentiel. Là, si vous pouviez choisir, après avoir eu cette expérience de cours en ligne désespéré, sans anesthésie, vous choisiriez semi-présentiel, hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons beaucoup appris, que nous avons moins peur des cours en ligne et que nous comptons sur la présence de nos élèves, mais qu'il y a aussi des avantages. Il n'y a pas que des inconvénients dans le concept cours en ligne. Donc, oui, c'est ça que je m'attendais aussi de voir. C'est aussi, ça correspond tout à fait avec mon sentiment. Moi, avant, j'étais plutôt, moi, je me définissais comme une prof plutôt présentielle. J'étais pas contre les cours en ligne, mais je pensais que c'était une question de profil aussi. Donc, je me pensais pas, moi, ça m'intéressait pas trop, pas spécialement. Et maintenant, je me pencherai plutôt aussi vers le semi-présentiel, comme la plupart d'entre vous. Donc, présentiel, regardez bien, ça a quand même pris un coup, hein, 39, pardon, 39,3% des participants préféraient que les cours soient exclusivement présentiels. Parce que ça veut dire que vous avez bien vu, bien observé les avantages de l'enseignement hybride. De toute façon, c'est ce que je pense que c'est ce qu'on va nous proposer et c'est ce que nous allons avoir. Nous devons nous préparer. Je vois que vous êtes super optimiste et positive par rapport à tous ces changements qui se présentent à partir de la rentrée prochaine. Bravo, merci, merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensemble maintenant après toutes ces réponses qui m'ont apporté beaucoup de lumière pour pouvoir construire mon discours? Ben, j'imagine que vous, comme moi, vous avez pris un choc quand on vous a dit vous devez rester chez vous et vous occuper de vos élèves en confinement, que vous avez essayé de vous former en temps record. Ben, la formation, c'est un aspect clé, très important, que vous avez assumé directement. Vous avez dit, ben, je n'avais pas assez de formation avant, mais maintenant, je me suis mieux formée. C'est pourquoi vous allez choisir pour l'année prochaine le semi-présentiel, si c'était possible. Voilà, donc nous avons comme conclusion de vos réponses que la gestion du temps était un problème très important, que l'expérience et la formation est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Plus nous sommes formés, mieux nous allons développer notre travail en ligne ou en hybride, et que nous avons beaucoup progressé, nous nous sommes beaucoup transformés, mais avec beaucoup de difficultés aussi. Donc, tout n'a pas été facile. Au contraire, ça a été très, très difficile pour la plupart d'entre nous. Pour ceux qui ont répondu qu'ils avaient déjà une expérience de cours en ligne, bah, bravo, vous avez des longueurs d'avance par rapport à nous et vous avez pu peut-être avancer dans d'autres aspects plus profonds de l'enseignement en ligne. Nous, ce que nous avons fait, c'est nous lancer à la formation, nous lancer aux applications, nous lancer à l'organisation de nos cours et essayer de nous occuper de nos élèves le mieux possible, avec des erreurs et des atouts. Mais bon, mais plutôt, c'était plutôt pas mal comme résultat.
Hmm, je crois pas. Vous me direz après. J'espère avoir l'occasion de répondre à vos questions. Alors, mon exposé d'aujourd'hui va se baser sur cette transformation que vous avez vécue, que moi aussi j'ai vécue, et je l'organise en deux blocs, d'accord? D'une part, nos pistes, c'est-à-dire nos bases sur lesquelles nous allons maintenant marcher, les pistes comme si c'était des pistes d'athlétisme, d'accord? Et nos enjeux pédagogiques. Les enjeux pédagogiques, ce sont des questions sur lesquelles j'ai assez réfléchi pendant ces 3 mois et que je voulais aujourd'hui partager avec vous. D'accord? Alors, nous nous lançons sur les pistes. La piste numéro un, comme vous l'avez bien dit, c'est la formation. Donc, pour la formation, il est très important de s'organiser, de ne pas trop perdre de temps, de ne pas se lancer à faire des formations en ligne comme ça, sans réfléchir et sans discrimination, parce que ça prend beaucoup de temps. Surtout, ça nous fait passer beaucoup de temps devant l'ordinateur. Et maintenant que nous passons déjà beaucoup de temps devant l'ordinateur avec nos élèves, c'est trop fatigant. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que Maison des langues et l'espace virtuel, c'est très bien organisé. Ils étaient déjà organisés avant. C'est vrai qu'ils avaient déjà prévu peut-être toute cette transformation de l'enseignement. Mais là, l'espace virtuel, il est très bien équipé avec des formations en ligne que vous pouvez suivre en différé ou en direct, comme aujourd'hui, et qui vont vous apporter tout un éventail d'options pour organiser vos cours en ligne. Vous avez comment préparer un cours en ligne de Amandine Kettel, par exemple, formidable. En 1 heure, vous apprenez pas mal de choses hein, pour vous lancer. Vous avez les témoignages de professeurs, vous avez les tutoriels tissés avec beaucoup d'applications que vous pouvez commencer à utiliser directement. Moi, ça m'a beaucoup servi déjà auparavant, mais c'est vrai que pendant ces 3 mois, je me suis mis à fond et j'ai tout observé, j'ai tout étudié. Et voilà, avec l'espace virtuel, moi, je pense que c'est suffisant pour pouvoir affronter l'année prochaine. Vous vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est très bien résumé, très bien organisé et surtout assez pratique, hein, assez pratique. Ça, c'est la piste numéro un que vous avez deviné, c'est essentiel. La formation pour la nouvelle étape qui nous attend, elle est essentielle. La piste numéro 2, sur laquelle nous devons nous appuyer, ce sont les outils de base. Donc, une fois que vous êtes formé, que vous avez vu toutes les options que vous avez, ben, vous devez décider quels sont les outils que vous allez utiliser. C'est vrai que ça a pris du temps aussi pour beaucoup de profs cette année parce que ils connaissaient quelques plateformes, quelques applications, mais comme ils ne s'étaient jamais posé la question de se lancer à l'enseignement en ligne, il n'y avait pas une vraie réflexion. Je pense qu'il va falloir attendre les vacances et l'année prochaine pour que chaque prof se sente vraiment sûr de ses choix. Mais en tout cas, il faut savoir, et vous le savez déjà parce que vous êtes super formés pendant toute cette période, qu'il faut quand même décider d'avoir une plateforme, n'importe laquelle. Peut-être vos établissements vous proposent déjà une plateforme, mais sinon une bonne plateforme pour organiser les tâches, les attributions, les calendriers, le programme. Moodle, par exemple, Classroom, Google Classroom, Edmodo, n'importe laquelle, mais une plateforme pour s'organiser. Ça, c'est important. Une salle virtuelle de visioconférence, vous pouvez choisir celle qui vous plaira le plus, mais il faut quand même en avoir une. Au début, je ne voyais pas trop l'intérêt parce que je pensais qu'on allait être confiné un mois, mais c'est vrai que si on va envisager un cours en semi-présentiel ou en cours en ligne toute l'année, la visioconférence, elle est très importante. Ensuite, après des capsules enregistrées pour vos élèves, pour les explications, etc. Vous n'avez pas besoin de vous connecter en salle virtuelle pour leur expliquer des petites choses. Bien, vous pouvez créer vous-même des capsules avec des explications, des instructions pour les tâches, ou bien vous pouvez aussi trouver des capsules qui sont déjà faites, comme par exemple le français avec Pierre, qui est très sympa, ou beaucoup d'autres capsules qui circulent sur Internet, les capsules de Maison des langues, justement, de l'espace virtuel, qui sont très utiles, séparées par niveau, etc. Donc ça, c'est important aussi, les capsules, c'est amusant pour les élèves, ça les aide aussi à ne pas avoir tout le temps le prof devant. Un espace collaboratif créatif, bon ça c'est une proposition que je vous fais, ce n'est pas indispensable, mais je vais défendre cette théorie après pour les enjeux pédagogiques, donc je m'étends pas là-dessus, je vous expliquerai après. Et une méthode de référence, pour moi c'est essentiel aussi parce que
Si vous devez organiser tout un programme de toute une année sans méthode de référence, ça va vous faire beaucoup plus de travail. Évidemment, l'espace virtuel organise les activités selon le niveau, mais si vous pouvez choisir une méthode de référence, n'importe laquelle, de n'importe quelle maison d'édition, elles sont toutes très bien. Vous pouvez au moins organiser les thématiques dans vos niveaux respectifs et suivre disons, les directives du cadre européen de référence, parce qu'en général, les méthodes, elles sont très, très bien conçues. Et bon, moi, c'est, à mon avis, la méthode, elle est aussi très, très importante. Même, ne serait-ce que pour en échapper de temps en temps. Mais l'avoir comme une base, elle est importante. C'est très important, à mon avis. Voilà donc pour la piste numéro 2. En ce qui concerne la piste numéro 3, c'est un peu avec la dernière partie de la piste numéro 2, c'est la séquence au quotidien. Il est très important que les élèves sachent quelle est notre séquence. En fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Quand on organise un cours présentiel, on le fait, on sait exactement ce qu'on va faire chaque jour. Mais quand on organise un cours en ligne, on a une tendance à mettre des ressources pour les élèves sans organiser et les élèves, des fois, ils se détouffent et ils ne savent pas par où commencer. Ils se sentent un peu perdus entre la pluie ou le tourbillon de ressources que nous leur proposons. Alors, une séquence datée au quotidien avec les choses que nous allons faire, les attributions de tâches avec des dates, etc., c'est très, très important. De nouveau, je reviens à l'espace virtuel parce que c'est mon expérience personnelle avec la rubrique ressources de l'espace virtuel et plus d'exercices, avec les vidéos qui viennent accompagner de fiches pédagogiques et la rubrique aussi c'est d'actualité. J'ai très bien construit ma séquence au quotidien, autant en présentiel qu'en ligne. Ça m'a beaucoup servi. Après, ça dépend des professeurs. Il y a des professeurs qui préfèrent ne pas avoir de méthode, mais et c'est très bien aussi, mais ça demande beaucoup plus de travail. C'est vrai que vous êtes plus libre, mais vous avez plus de travail. Et ces matériaux que l'espace virtuel propose sont vraiment d'une très très bonne qualité. Euh, Parce que moi, je pense que ça va vous épargner beaucoup de temps, vous faire des économies. Et nous, donc, nous retombons sur les enjeux. C'est un peu le centre de la présentation, les enjeux pédagogiques, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup vu les autres rencontres virtuelles. Je trouve que vous avez déjà une bonne formation pour préparer des cours en ligne, mais ce qui me manquait, moi, c'était un petit peu de réflexion. Parce que moi, je me prends beaucoup la tête par rapport à beaucoup de choses quand je fais mes cours. Je suis très autocritique et il y avait des choses qui me manquaient. Donc, la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la présence. C'est un concept sur lequel j'ai beaucoup réfléchi pendant ces 3 mois. Le concept de présence. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je trouve que les idées reçues concernant la présence, le concept de présence, se sont déconstruites complètement. Dans mon cas, moi, j'avais des idées reçues concernant les cours en ligne et j'avais des idées reçues aussi concernant les cours présentiels. Pour moi, la présence était quelque chose de essentiel dans ma pratique quotidienne. Comme je vous dis, ça fait plus de 20 ans que je suis prof de FLE, toujours en présentiel. Et je ne concevais pas un cours sans mes élèves. Pour moi, le cours était moi, j'avais pas l'habitude. En fait, j'ai jamais fait cours assise comme je suis aujourd'hui. J'étais toujours debout, je bougeais avec eux. J'aime bien les dynamiques de groupe, la communication, la collaboration. Et je concevais tout ça dans ma salle de classe. Pour moi, c'était impossible de concevoir un cours en ligne parce que j'avais cette idée reçue. Un cours en ligne, c'est pour les geeks, pour les personnes qui adorent les quiz, les QCM, et qui sont là comme des fourmis dans leur ordinateur et qui n'aiment pas les élèves en fait. Moi, j'avais cette idée de profil de prof, non? Le profil de prof de cours en ligne, pour moi, c'était, oui, celui qui aime l'informatique, celui qui est tout le temps en train de faire de travailler sur des applications et tout, mais en fait, qui ne regarde pas les élèves dans les yeux. Et c'est pour ça que je me penchais toujours vers les cours présentiels. Dans les cours présentiels, je suis avec eux. En fait, on bouge ensemble, on joue, on s'amuse, on rigole, tout ça. Donc ça, c'était finalement, moi, je me suis rendu compte avec cette expérience que nous avons vécue. En fait, je me suis rendu compte que ce sont des idées reçues parce que la présence,
Et quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que tout ça. Euh, Par exemple, là, peut-être, je sais pas, peut-être vous êtes en train de vous endormir parce que je parle beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec le canal, ça n'a rien à voir avec cette rencontre virtuelle, avec le fait que ce soit virtuel. Si j'étais en cours avec vous et que je parlais avec vous de la même manière, bah, peut-être vous endormirez aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà endormi en présentiel euh, en tant qu'élève, quand vous étiez élève? Moi, des fois, ben, j'étais très loin, même en réunion, je suis en présentiel et je suis très très loin. Donc, la présence et l'absence, ce sont des choses sur lesquelles je me suis beaucoup pris la tête pendant ces 3 mois. C'est quoi la présence exactement? Et là, je vous ai mis 2 images qui m'ont interpellée. Donc, la première, c'est cet enfant qui est en cours. Là, ça nous manque, hein, cette image, c'est des enfants tous réunis dans une salle de classe. Mais cet enfant, est-ce qu'il est vraiment présent ou il est dans ses rêves? Et l'autre aussi. Et nos élèves, quand ils sont en salle de classe, des fois, ils sont dans leur... moi, mes élèves, par exemple, ils sont adultes. Des fois, je les vois, ils sont dans leur facture d'électricité avec le téléphone portable et on fait un jeu, mais eux, ils ne sont pas dans le jeu. Là, la présence, je vous laisse la réflexion si c'est quelque chose de vraiment concret, présence physique égale présence en général. Et donc, j'ai eu l'expérience pour la première fois d'éprouver cette présence, cette sensation de présence en ligne avec mes élèves. Avec mes élèves, c'est pour ça que je vous ai mis cette image de convivialité en ligne. C'est vraiment possible. Alors, je vais me permettre parce que la lecture fait partie aussi de l'enseignement à distance. Quand nous lisons des livres qui ont été écrits il y a 3 siècles, en fait, ils nous transmettent beaucoup de choses et ça a été écrit très loin dans le temps et très loin dans l'espace. Et la transmission de la connaissance se fait de la même manière. Alors moi, je suis très très fan de la lecture en salle de classe. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui me manque, c'est la bibliothèque que nous avons en salle de classe à l'école de langue et que nous utilisons beaucoup dans nos cours. Alors, en ce qui concerne justement ce concept de présence classique, j'ai trouvé une citation dans le roman de Daniel Pennac qui s'appelle Chagrin d'école, que vous connaissez peut-être. Sinon, je vous conseille de le lire. C'est une ode à l'enseignement, au cancre et aux professeurs sensibles. Daniel Pennac, il décrit très bien ce concept de présence auquel j'étais attachée auparavant. C'est le concept qui casse très bien avec cette idée de présence que j'avais moi-même avant. Je vais me permettre de vous lire un tout petit peu, d'accord? Elle est immédiatement perceptible, la présence du professeur qui habite pleinement sa classe. Les élèves la ressentent de la première minute de l'année. Nous en avons tous fait l'expérience. Le professeur vient d'entrer, il est absolument là. Cela s'est vu à sa façon de regarder, de saluer les élèves, de s'asseoir, de prendre possession du bureau. Il ne s'est pas éparpillé par crainte de leur réaction. Il ne s'est pas recroquevillé sur lui-même, non. Il est à son affaire d'entrée de jeu. Il est présent. Il distingue chaque visage. La classe existe aussitôt sous ses yeux. Donc voilà ce concept de présence auquel j'étais très 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 attachée et auquel j'ai dû renoncer. Moi, j'étais vraiment frustrée au début de ne pas pouvoir être avec mes élèves et de ne pas pouvoir les voir et jouer avec eux et voilà et faire des activités un peu différentes. Là, c'est par exemple dans les témoignages que vous trouvez sur l'espace virtuel, il y a une professeure que j'ai beaucoup aimé écouter. Elle s'appelle Johanna, elle est islandaise. Je ne sais pas si elle est là, si tu es là, Johanna, bonjour. J'ai beaucoup aimé ton témoignage. À la question, quand vous allez reprendre vos cours présentiels, que gardez-vous de cette expérience de 100% cours en ligne? Elle répond, rien ne peut remplacer la présence humaine dans l'enseignement. Voilà, et c'est clair, rien ne peut remplacer la présence des élèves et la présence du professeur. Ça, c'est une vérité écrasante. Comment créer cette présence? La présence, c'est un engagement qui se construit à deux, qui se construit à plusieurs. Ce n'est pas quelque chose
qui est déterminé par la présence physique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, comme nous venons de le dire. Ça, c'est un enjeu. C'est très difficile d'équilibrer la dose de la présence. Un professeur trop présent peut être trop stressant, générer du stress autant pour le prof que pour l'élève. Un professeur pas trop présent ou pas assez présent peut générer aussi l'abandon des élèves. Donc, il faut quand même réfléchir à ça et doser cette présence dans nos cours. D'accord? Voilà, c'était juste une réflexion à propos de ce concept. En ce qui concerne l'enjeu pédagogique numéro 2, l'enjeu pédagogique numéro 2, c'est la collaboration. Pour moi, avant les cours, moi j'avais des padlets de collaboration pour que les élèves puissent s'exprimer. Mais en général, je considérais la collaboration comme quelque chose de très physique. On faisait des activités collaboratives en classe. Et dans l'approche actionnelle, c'est l'approche que je défends depuis longtemps, pour moi, la collaboration était essentielle. Eh bien, avec les cours en ligne et avec l'instauration des cours hybrides, la collaboration et dans l'approche actionnelle, je trouve qu'elle a gagné du terrain et en plus, elle a permis la participation des élèves de manière naturelle. C'est-à-dire qu'avant, pour recréer l'approche actionnelle, nous devions créer des activités ou créer des situations de communication un peu artificielles, alors que maintenant, comme nous avons été confinés, nous ne nous sommes pas vus, les élèves ont dû communiquer vraiment dans le but ultime de communiquer, pas dans le but ultime de faire une tâche. Donc ça, c'est les Padlet ou les forums que vous avez dû créer, les groupes de WhatsApp ou euh, tout ce que vous avez créé comme activité collaborative. Vous avez vu comme moi que ça a gagné beaucoup de splendeur et ça a gagné de l'authenticité, pardon. Donc, pour tout ce qui est collaboratif, l'Internet et les cours en ligne nous ont fait gagner du terrain. Même ne serait-ce que pour les aider avec les difficultés techniques, ça, c'est une tâche en fait en soi. Nous avons dû leur donner les instructions pour se connecter, par exemple. Tout ça, ce sont des tâches réelles. Ils se sont débrouillés en français pour mener à terme une tâche dans la vie réelle. Donc pour la collaboration, moi je pense que c'est gagné. Les cours en ligne et les cours hybrides encouragent beaucoup la collaboration réelle dans les groupes de classe. Et en plus, dans un climat de convivialité et de présence de nouveau aussi. D'accord? Donc ça, ce serait pour l'enjeu pédagogique numéro 2. En ce qui concerne l'enjeu, bon là c'est, ah oui, je voulais vous montrer, j'ai oublié, un petit peu comment je travaille sur Padlet. C'est vrai qu'on a là, bon, pas beaucoup de temps. Donc je vous les présente tout simplement. Vous pouvez les voir parce qu'à la fin, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez les visiter. Vous voyez comment ils ont participé pendant le confinement. J'ai proposé des documents. Eux aussi, ils ont proposé des documents. Ils ont commenté à chaque fois. C'était vraiment intéressant de voir comment la collaboration s'instaurait même à distance et beaucoup plus qu'avant. Même là, ça c'est un Padlet des élèves de A2. Ils ont beaucoup écrit, ils se sont mis à partager des recettes. Bon, c'était vrai que c'était le sujet de l'alimentation, mais là, ils se sont mis vraiment à beaucoup partager, à beaucoup commenter. C'était vraiment intéressant. Vous pouvez voir tout ça après la rencontre si vous cliquez sur tous les liens que je vous ai mis à la fin. Voilà, ça nous amène directement au traitement de l'erreur. C'est l'enjeu pédagogique numéro 3. Pour moi, le plus important pour que les élèves puissent avancer, c'est le traitement de l'erreur. Donc, le traitement de l'erreur, je me suis posé 3 questions importantes. Comment le faire dans le texte collaboratif, dans la tâche d'apprentissage et dans la tâche finale d'évaluation. Parce que ce n'est pas la même chose et vous le savez très bien. Alors, dans le texte collaboratif, avant, moi, avec les Padlet, moi, ce que je faisais avant le confinement, c'est qu'ils n'écrivaient pas beaucoup. Je passais un coup de balai et je corrigeais toutes les fautes. Mais après, quand nous avons commencé à travailler en ligne, que ça devenait vraiment important, le temps qu'on passait à corriger et tout, là, je me suis dit que je ne pouvais pas tout corriger. Ils écrivaient vraiment trop et tout à coup, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, et si le texte collaboratif était vraiment une chance
pour que les erreurs ressortent, pour laisser les erreurs dans la nature. Un élève de A2 doit commettre des erreurs, un élève de B2 doit commettre aussi des erreurs différentes, mais doit commettre des erreurs. Et le fait que ces erreurs soient là, le fait que ça laisse une trace, ben, c'est une bonne chose pour nous aussi parce que eux, ils peuvent observer leur progression. Voilà comment j'écrivais au début de l'année, voilà comment j'écrivais à la fin de l'année. Et puis, ça les libère. Moi, l'autre jour, un élève m'a dit, je suis libérée du poids de l'erreur. C'est-à-dire, le fait que tu laisses mes erreurs, ça me libère aussi d'un poids. Ils se sont sentis moins responsables de leurs erreurs et ils se sont plus concentrés sur la communication. C'est vrai que ça fait mal de voir des erreurs de temps en temps, mais, mais bon, ça a été mon choix de laisser les erreurs dans les textes collaboratifs. Après, dans la tâche d'apprentissage et dans la tâche d'évaluation, c'est autre chose. Là, je vais vous montrer un exemple donc de texte collaboratif avec des erreurs. Qu'est-ce que je fais? Je ne dis rien, je dis merci de ton commentaire, etc. D'accord? Là, par exemple, au niveau espace collaboratif A2, il y a beaucoup plus d'erreurs. Je fais quand même un petit commentaire. Je dis, on dit pas de cornichons, on ne dit pas rien de cornichons. Mais il y a beaucoup plus d'erreurs que je n'ai pas touchées. D'accord? Parce que l'important, c'est qu'ils communiquent. Ça, c'est. Après, pour les tâches d'apprentissage, dans un Google Classroom, par exemple, là, vous pouvez vous permettre, comme c'est privé, vous pouvez vous permettre de faire des commentaires, même dans votre langue, en espagnol ou dans votre langue maternelle, pour qu'ils puissent vraiment apprendre de leurs erreurs, parce que sinon c'est. Mais disons, champs de travail, pour moi, ils sont clairement séparés et il faut quand même distinguer le traitement de l'erreur dans les trois espaces, dans les trois sphères. Ça va. Donc, nous arrivons à la fin de notre présentation. Il y en a d'autres, bien sûr, l'interaction, l'explication, pourquoi se connecter si c'est juste pour expliquer un truc, ben, je peux leur envoyer une capsule, par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, l'évaluation, les fameuses évaluations. Bon, heureusement, cette année, on a eu accès à une évaluation plus formative. Moi, je vote pour l'évaluation formative et laisser les évaluations de certification pour les institutions qui fournissent des certifications. Moi, je signe maintenant le contrat si on me le propose de n'évaluer que de manière formative. Il est clair que si nous sommes en cours en ligne, il va falloir trouver des manières d'évaluer. Je pense qu'il y a des universités qui le font déjà. L'évaluation certificative en ligne. Moi, en tout cas, je ne sais pas comment, j'imagine pas comment le faire. Nous avons fait une évaluation formative, une évaluation continue, et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait si vous avez déjà fini. Voilà, donc en conclusion, ce que je vous propose, ou ce que vous-même, vous savez déjà parce que vous avez bien répondu aux questions, les clés pour avancer, ce serait plus de formation, plus de réflexion, plus d'expérience. Ça, c'est la clé, hein. Être sûr de soi, c'est aussi une question d'expérience professionnelle. Puis, être présent n'importe comment, que ce soit en ligne ou que ce soit en salle de classe, être toujours présent pour nos élèves. Le pacte pédagogique, ça c'est le rôle essentiel du professeur, établir ce pacte pédagogique de confiance. Puis après, se sentir toujours libre de choisir, c'est-à-dire consacrer quand même un certain temps à ne pas se perdre dans l'océan des ressources, mais choisir la ligne pédagogique, bon, n'importe laquelle, mais toujours choisir, selon votre style pédagogique aussi. Ensuite, aller à l'essentiel, ne pas confondre le moyen et le but, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont beaucoup formés en technologie, mais en réalité, le plus important, ce n'est pas la technologie, c'est le côté humain, et vous l'avez vu, hein, nous avons eu la preuve, c'est que le côté humain s'est imposé, a pris le dessus par rapport à, bon, si je sais utiliser le Zoom ou le Google Classroom ou le Moodle. Donc, c'est le côté humain. Si un prof veut s'occuper de ses élèves et de les faire progresser, bah, il va y arriver, que ce soit par mail, par WhatsApp. Donc, le but, c'est de faire parler vos élèves, de les faire écrire. Ce n'est pas de le faire utiliser toutes les applications possibles ou tous les quiz possibles. D'accord? Donc, ne pas oublier ça. Ça m'amène à la conclusion suivante, les faire lire, les faire écrire, les faire écouter, les faire parler. Ce sont nos 4 piliers. N'oubliez pas, ne vous perdez pas dans le océan d'Internet et des applications. Des fois, il y a des profs qui consacrent trop de temps à
faire des quiz, ça c'est mon obsession. Je suis anti-quiz et peu de temps à leurs élèves. Hmm. C'est vrai que pour les activités d'autocorrection, elles sont super importantes, hein, ça permet de travailler la langue, mais il y a déjà des gens, des experts qui le font. L'espace virtuel, il y a plein d'activités autocorrectives qui sont super intéressantes. Ne consacrez pas trop de temps à faire ce type d'activité. Soyez plutôt présent pour vos élèves et communiquez ce que vous savez faire, ce que vous avez appris à la faculté pendant toute votre expérience de professeur. Vous êtes là pour ça, sinon on pourrait être remplacé par des machines bientôt. Quelle est la différence entre une application pour apprendre des langues et un cours de langue avec un professeur? Bon, la différence, c'est nous. Nous sommes irremplaçables, hein, et les élèves aussi, ils sont irremplaçables. Il faut cultiver cette présence pour qu'ils ne croient pas qu'un cours en ligne, c'est juste cliquer sur des activités autocorrectives. Voilà, donc après, la tentation d'innover, elle est là, mais je reprends l'idée de Amandine Kettel dans sa formation, sa rencontre virtuelle de comment créer un cours en ligne. Elle a dit rationaliser, rationaliser, ça c'est le mot-clé. Je suis tout à fait d'accord. Rationaliser vos ressources, votre temps, votre énergie, plutôt que de vous lancer vers l'innovation, recréer, retransformer tout ce que vous avez déjà fait auparavant. Ne vous lancez pas trop dans beaucoup de monde en même temps, de nouveaux mondes, parce que vous risquez de vous noyer aussi et de vous fatiguer. Il faut quand même réserver un petit peu d'énergie. Et puis, soyez libre, soyez authentique, respectez votre méthode, respectez-vous comme professeur, ne croyez pas tout ce que les gourous vous disent, respectez votre instinct, suivez votre instinct, faites appel à votre expérience et voilà, et essayez d'être présent pour vos élèves parce qu'ils ont besoin de vous. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que si vous avez bien dormi la sieste, qu'elle a été réparatrice. Et si vous n'avez pas dormi, si vous avez réussi à tout entendre, à tout écouter, à tout suivre, ben, un grand merci parce que c'était vraiment pour moi un plaisir de vous avoir et de pouvoir vous raconter un peu toutes mes réflexions. Je remercie l'équipe de Maison des Langues de nouveau et mes élèves. Enfin, je les ai mis parce qu'ils m'ont permis de partager leurs expériences et leurs apprentissages. Je remercie aussi Daniel Penac qui m'a accompagnée pendant toute ma vie d'étudiante et de professeur. Merci. Vous avez les références ici, si vous voulez les voir. Et si vous avez des questions, bon, je vais essayer d'y répondre. Si je vois, parce que là, j'ai mon ordinateur un peu loin. Alors, je vais Alors, lire ouais. la première. Oui, Vas-y, vas-y. Tu vois, on oui, a vous voulez dire? sélectionné 4 questions. Alors, c'est vrai que là, on a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent en avalanche. On va pas pouvoir y répondre à toutes. Donc voilà, hein, on t'a sélectionné quelques questions et voilà, tu choisis celle auxquelles tu souhaites répondre. Alors, la première question, Fatima de Sousa, merci. Quel conseil donneriez-vous pour encourager, dynamiser le service de l'enseignement en ligne que j'ai découvert et que j'adore et que j'aimerais beaucoup maintenir dans mon école? Le service de l'enseignement en ligne. Je ne sais pas si la question, en fait, si c'est une question de prof ou une question de coordinatrice pédagogique. Conseil, en fait, j'ai beaucoup de questions, je n'ai aucune réponse évidemment parce que je ne décide de rien. Mais en tant que prof, ce que j'aimerais, si que mon établissement me proportionne, me guide un petit peu à propos des plateformes, par exemple, à utiliser, de décider tous ensemble une même plateforme. Moi, je pense que ça, ce serait très utile de décider ensemble les dynamiques avec les élèves pour que les élèves ne se sentent pas perdus s'ils changent de professeur, par exemple. Donc voilà, donc les conseils, ce sont plus les pistes que j'ai données au début, avoir une bonne plateforme, avoir tout un an, ce serait idéal, non, que le livre puisse être incrusté dans la plateforme, par exemple, ce serait bien que le livre, la méthode d'apprentissage soit intégré dans une plateforme d'apprentissage pour l'attribution des tâches, que tout soit dans la même plateforme, ce serait l'idéal. Moi, par exemple, j'ai travaillé là avec Moodle des fois. Là, cette année, j'ai pris Google Classroom et Padlet et le email et c'était un peu
fatigant de travailler comme ça. Ouais, je sais, nous, Voilà, c'est mais ça, c'est... parfois une demande que l'on a, hein, puisque même si dans l'espace virtuel, on a déjà beaucoup de ressources. D'ailleurs, je te remercie d'avoir fait autant référence à l'espace virtuel, parce que je ne savais pas Oui, mais que je tu l'utilise beaucoup. allais Je en l'utilise parler beaucoup. autant. Donc, je te remercie, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Déjà, regrouper dans un même espace nos manuels, des ressources didactisées complémentaires, des ressources liées au manuel, mais pas forcément liées au manuel non plus, des éléments que vous pouvez utiliser indépendamment de la méthode, en complément ou pour enrichir vos cours. Et c'est vrai que souvent, on a des institutions qui nous demandent mais comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer vos ressources Oui. à d'autres plateformes. Et en fait, techniquement, c'est assez compliqué. Et puis après, il faut bien que vous soyez conscient que tel que on a des droits d'auteur, on a des contrats d'établis pour des manuels papier, on a les mêmes contrats pour les supports numériques. Donc c'est vrai que parfois on est un petit peu pieds et mains liées par ces contrats. Et techniquement, parfois c'est Oui. aussi très compliqué ce dialogue entre. Mais bon voilà, il faut qu'on voit peut-être que dans un prochaine étape, ce sera d'ajouter à notre plateforme des outils justement qui permettent de remplacer un outil tablette ou de Padlet ou de remplacer, tu vois, un autre outil. Donc, faudrait, bon, on y réfléchit. Hein, c'est pareil que comme vous, même comme tu l'as signalé, même si on était déjà nous depuis 2016, on a notre espace virtuel, donc on était déjà dans une optique de proposer des supports à faire en autonomie, et on a déjà donné beaucoup d'idées aussi dans nos fiches Oui. de professeurs sur comment travailler par classe inversée. Eh ben, on est comme vous. Il faut que on court un peu, on cherche des Oui, mais non, mais c'est solutions très, en et réalité, c'est très, très complet et c'est suffisant. Si un professeur se lance pour la première fois en cours en ligne ou en cours présentiel et il a le temps d'aller voir tout ce que vous avez dans l'espace virtuel, mais c'est vraiment suffisant et c'est plus que suffisant. C'est mm, énorme ce que vous avez fait. mm, Donc, et c'est un conseil que je donne aux nouveaux profs qui n'ont pas beaucoup de temps de préparer, d'aller voir directement parce que vous avez déjà fait le travail de sélection, le travail pédagogique, de réflexion actionnelle, etc. Donc, c'est vraiment très, très utile et très varié. et on va Mm. vous proposer quelque chose. J'en profite, après je te laisse répondre aux questions que tu auras sélectionnées. Oui, Alors, on en profite pour le mois de juillet. On aura des itinéraires numériques internes à l'espace virtuel. Ça veut dire, par exemple, pour l'instant, maintenant, on imagine que vous êtes en train de travailler avec l'unité 2 de défi 1. On va faire pour vous un guide vous indiquant si tu es en train de travailler l'unité 2 de défi 1, dans la section vidéo, il y a ce court métrage qui correspond au niveau de tes qui élèves et complète. qui Oui. complète, qui porte plus ou moins sur la même Mm. thématique. Donc en fait, on sait, hein, le professeur, et on l'a vu, hein, et c'est un peu ce que tu as aussi évoqué lors de ton intervention, c'est qu'on a été pris de toutes parts, on ne savait plus vraiment comment gérer notre temps, Oui. on a des temps de préparation que l'on maîtrisait pour des cours présentiels qui se sont démultipliés Voilà. pour des cours en ligne. Et donc, on Voilà. sait que Mm. déjà, vous n'avez pas le temps. Alors, si on recommence avec parfois, dans une grande proportion de cas, avec avec un Ouais. retour J'ai rien touché. non, 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 c'est bon, c'est bon. Au cours présent, au cours en ligne. Donc voilà, on est en train de penser à des outils justement qui vont vous aider à Oui. naviguer beaucoup plus facilement à l'intérieur de l'espace virtuel pour justement faire le lien entre le manuel et les ressources complémentaires pour vous aider au Ouais, maximum. ce serait l'idéal. De toute façon, les élèves, ils arrivent à se situer aussi dans l'espace virtuel. S'ils avaient l'habitude avant le confinement, Donc voilà. mais ce serait l'idéal que tout Ouais. soit intégré. Voilà. Donc là, je suis, moi, je sais pas, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas combien de temps nous Il te avons. reste quelques On me demande, minutes. on peut revoir la page. Oui. On peut revoir la page intérieure avec les liens. Bah, je l'ai affiché. De toute façon, ne vous inquiétez pas parce que le PDF sera, j'imagine, publié dans l'espace virtuel bientôt, ainsi que la vidéo et la vidéo YouTube, comme d'habitude. En général, c'est ça que la Maison des langues fait, c'est afficher les PDF pour que vous puissiez même les télécharger. Il y a aussi, bon, il y a tous mes Padlet que j'ai laissés en ouvert parce que Padlet, vous savez que vous pouvez les gérer de manière publique, privée, avec mot de passe, etc. Alors, j'ai laissé des Padlet en ouvert, quelques-uns pour que vous puissiez les voir.
et deux exemples, un A2 et un B2 pour que vous puissiez voir. Vous pouvez copier si vous voulez, les cloner, ça s'appelle cloner sur Padlet, et réutiliser les ressources. Elles sont sur Internet. De toute façon, tout ce que j'ai fait, c'est une sélection. Et mes élèves m'ont donné la permission de vous montrer leurs travaux. Donc, profitez-en parce que c'est un échantillon de A2, de B2, de comment ils écrivent, comment ils s'améliorent, etc. Moi, je trouve ça, c'est une mine c'est un trésor, quoi, de pouvoir garder ça pour l'avenir. Ça, c'est un avantage aussi des cours en ligne, c'est que nous pouvons garder une trace de tout ce qu'ils font, hein, d'une manière mieux organisée qu'on le faisait en présentiel. Hmm. Bon, dernière question, je pense. Comment motiver, comment motiver les élèves? Voilà, la motivation, c'est quelque chose de tellement délicat. Je n'ai pas la recette magique, hein. C'est ça, c'est vous connaissez vos élèves, vous savez ce qui leur plaît. Il faut connaître ces élèves et essayer de leur proposer des choses qui les intéressent en fonction de leur goût, en fonction de leur âge, de leur, je ne sais pas, de leurs conditions familiales aussi. Essayer plusieurs choses et plusieurs ressources en même temps afin de toucher la fibre sensible, comme on dit. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais en espagnol on le dit. Toucher un petit peu cette fibre, leur dire voilà, je suis là, j'ai quelque chose à t'apporter. Est-ce qu'on peut se connecter? Finalement, c'est une question de connexion, l'enseignement. C'est pas, on parle pas de fleurs là, on parle d'enseignement en général. Hmm. Si vous êtes capable de connecter avec vos élèves, essayez de les motiver par le personnel. Moi, je trouve que c'est la présence personnelle du prof qui finalement, bon, après, il y a des élèves qui sont démotivés par d'autres raisons et on n'arrive jamais à faire des choses avec eux, mais essayez quand même de toute façon, un prof motivé, c'est déjà la clé du début. Je ne dirai pas la recette magique parce que je n'ai pas de recette magique, mais un prof motivé, c'est un bon début. Et si vous perdez la motivation, moi je l'ai perdu un peu en confinement, formez-vous, parlez avec d'autres profs, collaborez avec d'autres profs, partagez. Les partenaires, ça sert aussi à partager avec d'autres profs. J'ai beaucoup partagé avec deux de mes camarades de français de mon département. On a beaucoup partagé nos angoisses, nos ressources. Comment tu fais? Comment tu fais avec Zoom? Comment tu fais avec Google Classroom? Donc, si vous êtes motivé pour vos élèves parce que vous voulez vous occuper d'eux et de leur progression, bah, ça, ils le sentent. Si vous êtes motivé, ils le sentent. Et ils s'engagent parce qu'ils vous voient là tout motivé. Et, ah, le pauvre prof, il est là motivé. Et moi, ici, je dors. Bah, je vais faire quelque chose pour lui. Je sais pas. Moi, j'ai pas de recette magique, mais c'est contagieux, la motivation. Non, non, et c'est vrai que ça regroupe un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a, et d'ailleurs dans les échanges hein, qu'on a eus pendant ton intervention, certains professeurs qui disaient, bah oui, une chose c'est peut-être de travailler avec des adultes, une autre c'est de travailler avec des ados, une autre c'est de travailler avec des enfants. Oui, On s'est retrouvés, enfin les cours en ligne ne se passent pas toujours de la même façon, quel que soit le public. Alors, les adultes ont leurs difficultés aussi, puisque beaucoup d'adultes se sont non, retrouvés confinés avec des jeunes voilà. enfants, ont dû quand même faire leurs cours. Les ados ont peut-être été Oui, plus distraits par le côté technologique, réseaux sociaux, et aussi une surcharge de travail de l'ensemble des professeurs, puisqu'il y a eu cette époque, ce moment-là où, en tant que professeur, on n'a pas vraiment su doser le travail et puis tel que voilà parce qu'il a fallu qu'on adapte le volume de travail qu'on donnait à la maison et par peur de que les c'est élèves vrai, hein. manquent de contenu, il y a par une surcharge et puis les enfants c'est vrai qu'on a. Alors c'est pour ça que je vous disais, on a eu. Ne manquez pas d'aller sur notre canal YouTube et notamment pour les enfants, on a eu deux interventions très intéressantes, une par Adélaïde Tilly, une autre par Virginie Karnievitch, justement sur parfois avec les enfants. En effet, il a fallu adapter certains Mhm. contenus, réduire certains temps d'intervention parce que l'intention des enfants est moindre et parce que certains enfants ne pouvaient pas compter sur le même appui de leurs parents qui dans ces cas-là étaient presque indispensables. Mais j'ai adoré en fait tout ce site, la motivation, tout ça, ça Mhm. rejoint beaucoup ce que tu as dit sur la présence et que j'ai Merci. vraiment apprécié. Ouais. Qu'est-ce que la présence? Qu'est-ce qu'une C'est un monde, présence hein, et j'avais beaucoup. en ligne? Qu'est-ce qu'une présence présentielle? Et comment ça se construit? Et en fait, c'est ce que tu as dit, c'est un engagement. Donc c'est un engagement à Mhm. la fois du prof et de ses élèves. C'est Oui, quelque chose qui se construit. Donc des fois, on peut construire plus ou moins vite. Des fois, on a construit quelque chose qu'on redéconstruit parce qu'on voit que c'est bancal et on reconstruit une autre partie.
Donc j'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré aussi ce que tu as dit sur trouver l'équilibre de la présence du prof, mais c'est un peu cette Oui, présence-là que tu dis aussi en cours. Quelle présence, quel est mon voilà. rôle? Alors je suis coach, mais je dois aussi Mhm. donner des contenus, mais je dois guider. Et Ouais, c'est il ne faut dur pas tout que je sois ça, trop oui. présent, mais je dois être quand même là. Donc des choses qu'on a peut-être réussi à mettre en place en présentiel et que Mhm. il a fallu repenser en ligne parce que voilà il y a se promener Voilà, entre c'est les groupes ça. de Mhm. travail dans une classe physique, on peut pas forcer, on peut le faire avec Zoom, mais il faut créer les classes virtuelles, enfin d'autres choses. Donc j'ai adoré ce que tu as dit aussi, ce côté collaboratif finalement que le numérique a permis, que ce soit au sein des équipes. Et moi, je peux dire depuis les éditions Maison que c'est un peu été aussi notre expérience en tant que département de français, même interdépartement. Oui, Le numérique oui. nous a forcé, la situation nous a Mhm. forcé à travailler plus ensemble et donc c'est quelque chose de positif. Et voilà, et j'ai adoré et je finirai sur ça parce que voilà, il est 18h05. J'ai adoré ce beau moment de lecture que tu as Mais j'en avais partagé plus, avec nous. mais je C'était voyais le vraiment temps, je disais. très 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 intéressant. Oui, Non, mais les non, moments de mais lecture sont aussi parfait, ça a été à la fois didactique, pédagogique, Mhm. rassurant, un beau moment de lecture. Donc, écoute, je crois qu'on peut tous te faire un Oh, grand merci. applaudissement depuis les Merci. quatre coins du monde. Sache que tu as eu quand même plus de 400 personnes connectées en parallèle. Donc, Merci merci beaucoup pour beaucoup. ce beau moment, ce beau Mhm. partage d'expérience, de vécu, de connaissances, et puis de nous avoir accompagnés pour la première fois pour Oui, une formation en ligne dans ce format Adobe. Donc, merci beaucoup, Loreto. Merci à vous aussi, les mais avec participants. Sachez que vous allez recevoir un email donc avec votre certificat d'inscription, un petit questionnaire de satisfaction, un appel et témoignage, parce que vous voyez, quelques professeurs ont témoigné pour vous. C'est le témoignage auquel tu as fait référence pendant ta présentation, Loreto. Donc, si vous avez aussi envie de partager, vous avez une adresse email à laquelle vous pouvez nous écrire. Sachez que vous allez aussi dans quelques... Ah, on m'a dit que j'avais quelques petits problèmes de connexion. Écoutez, on va mettre fin à la présentation et un grand merci à tous et à toi chaleureusement Loreto et puis à toute l'équipe du département FLO qui a aidé au bon déroulement, à la mise en place et au bon déroulement de cette mais session. c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Merci et à Vittoria bientôt. Brosini, Merci merci Sandrine. Séverine Batté, merci Antonio Meledo, toute l'équipe. J'étais super contente d'être parmi vous. Merci beaucoup à tous. Merci.